Ok. Je vais commencer par revenir quelques instants sur pourquoi je suis là, afin de situer d'où je parle. Donc, c'est d'abord en raison d'une expérience passée de lutte contre une épidémie, d'activiste contre le sida et de vice-présidente d'Act Paris dans les années de cendres précédant l'arrivée des trithérapies. Je suis là donc pour incarner un savoir et une expérience qui ne sont pas institutionnels, mais ceux de directement impactés, pour incarner et transmettre la mémoire militante, celle qui a manqué et qui manque toujours. Raison pour laquelle d'ailleurs je me bats aussi pour la création d'un centre d'archives LGBTQI et SIDA à Paris, ville qui a été particulièrement meurtrie au cœur de la phase aiguë de l'épidémie de sida, au point d'avoir été surnommée à l'époque capitale européenne du sida. Je suis là aussi parce qu'il est question d'agir au présent et que je demeure investi justement à la fois dans les luttes de santé et dans les luttes des droits des minorités. Et il se trouve que nous sommes extrêmement peu, notamment pour des raisons structurelles, y compris de spécificité des luttes minoritaires, à pouvoir être forte de ces deux expériences, à la fois passées et présentes. Voilà. Il se trouve aussi que j'ai été amené à faire partie des lanceurs d'alerte pré-confinement, c'est-à-dire que je fais partie de ceux et celles qui n'ont pas attendu les pouvoirs publics pour inviter à agir et à s'auto-organiser. Et puis ensuite, parce que j'ai fait partie d'initiateurs et initiatrices d'actions et de réflexions pendant le confinement, en essayant d'analyser justement analyse et concret. Et enfin, parce que je fais partie du réseau informel qui nous réunit aujourd'hui et qui promeut donc toujours l'autodéfense sanitaire, la réduction des risques, le droit à la santé, et s'organise principalement autour de personnes vulnérables, handicapées, souffrant de Covid long et solidaires, ainsi que des soignants quand même. Donc c'est de cette situation, au croisement de différentes luttes, que se nourrissent les points de vue que je peux faire valoir, qui lient en fait le savoir expérientiel et la politique. Alors pourquoi mettre l'accent sur la lutte contre le sida, alors qu'a priori Covid et sida sont très différents, et qu'en outre je ne suis pas fan des comparaisons entre les deux épidémies, notamment parce que les comparaisons qui circulent sont souvent simplistes, parfois même contre-productives, tant les imaginaires qui accompagnent les appréhensions des deux épidémies sont éloignés. Et elles peuvent même parfois conduire à effacer des spécificités de l'une et l'autre, voire à nourrir contre l'effet recherché, le relativisme et le déni. Mais malgré ces réserves, qui a connu des épidémies sait que leur gestion nous confronte hélas à des invariants. Et c'est ainsi qu'avant même le confinement, j'avais pu écrire que la lutte contre le sida nous conférait l'expérience que l'épidémie de coronavirus serait aussi sociale, que l'État réagirait avec retard, minimiserait, se réfugierait derrière l'excellence française et protégerait avant tout l'appareil économique. Mais on a su tout de suite que les mesures sociales seraient évidemment les dernières décidées et que paieraient le prix fort de l'épidémie ceux qui sont déjà de toute façon les plus vulnérables, les plus vieux, les immunodéprimés, les atteints de copathologie, les femmes, les pauvres, les précaires, les migrants, les SDF, tous ceux qu'on estime négligeables. Et tous ces plus vulnérables, ce sont nous et nos proches. Et on le savait d'emblée, que l'État n'en prendrait pas soin, que l'État n'en prend pas soin et que c'est nous qui le faisons. C'est pourquoi, dès 2020, je préconisais de nous inspirer de nos expériences, des savoirs et des solidarités populaires. Des savoirs de ceux qui savent d'abord devoir compter sur eux-mêmes. D'autre part, on ne peut pas faire abstraction du fait que le Covid est intervenu dans un contexte où les rapports entre usagers et associations de santé, et pouvoir médical comme pouvoir politique, sont largement régis par des relations héritées des apports de la lutte contre le sida. Un modèle français qui a quasiment été labellisé démocratie sanitaire, une forme empruntant avec plus ou moins de réussite à des revendications de gestion participative, voire se revendiquant de cogestion. On ne peut pas ignorer non plus que nombre de médecins qui se sont mobilisés, les premiers, mais aussi ceux qui ont défilé sur les plateaux médiatiques, propulsés experts épidémiques, étaient eux aussi, pour un certain nombre d'entre eux, issus de la lutte contre le sida, dont ils avaient été jeunes médecins des années 90, artisans, avant de gravir les échelons de la hiérarchie médicale. Enfin, quand le gouvernement a prétendu se couvrir d'exercer un pouvoir unilatéral et vertical, ce sont deux sommités de la lutte contre le sida qu'il a choisi de mettre en vitrine. Françoise Barré-Senoussi, nommée par l'Élysée à la tête du comité analyse des recherches et expertise, et Jean-François Delfrécy à celle du conseil scientifique Covid-19.
Pourtant, c'est à rebours de l'héritage de la lutte contre le sida, qui a démontré que la participation à l'élaboration des politiques, des politiques de lutte des citoyens et des populations concernées, minoritaires, vulnérables et ou ostracisées, est une condition de leur portée, que la politique contre le Covid a été et est organisée. Très vite, cette implication de la lutte contre le sida a tourné au trompe-l'œil. Les militants contemporains, comme du passé, se sont rassemblés pour demander aux commissions d'experts d'exiger une réelle participation de la société aux décisions et de ne pas trahir notre histoire commune au nom de laquelle ils avaient été nommés. Et mes courriers, vagues relais de la part de ces conseils d'experts sont restés lettres mortes et peine perdue. Mais peut-être qu'en fait, c'était pour ça qu'ils avaient été nommés, pour dénaturer nos acquis sous le masque de la légitimité. Donc je propose d'en tirer une expérience. Parmi les éléments de déni multiples, on a collectivement tendance à se gargariser de nos savoir-faire et, à contrario, à sous-estimer et à invisibiliser les signaux d'alerte. L'état de l'hôpital public et des politiques de santé en ont été les exemples criants. Nous avons tendance à dévivifier les savoirs en les éloignant de leur terreau, qui est garant de leur réactualisation permanente, et à les figer quand ils passent dans le tamis des institutions, voire à les renvoyer d'acteurs à objet d'étude. Et ce, quelle que soit la bonne volonté des acteurs, y compris concernés. En s'éloignant du discours d'expérience vers l'expertise, on transforme chaque fois ce discours en parler pour, en parler à la place d'eux. Et ça n'a pas été sans conséquence dans la crise Covid. Cette mise en avant d'acteurs de la lutte contre le sida et de la démocratie sanitaire vidée de son sens, alors que la politique appliquée était exactement inverse. Nous avons été les paratonnerres, tandis que les soignants de terrain étaient débordés, paratonnerres des gestions de pénurie organisées, de lits, de soignants, de masques, de médicaments, de matériel et de démocratie. Caution de mesures surplombantes, accentuant les inégalités sociales, les inégalités de vulnérabilité, de mise en œuvre et d'exposition au virus. En même temps qu'étaient créées les conditions d'empêchement, d'adhésion et de profonde défiance vis-à-vis des émetteurs renvoyés à une identification au pouvoir institutionnel. Cette rupture avec l'incarnation concrète, loin de créer les conditions de réflexion et d'action sur ce que la crise nous obligeait, non seulement en temps présent, mais aussi pour l'avenir, a au contraire favorisé une régression. On a glosé un temps sur le monde d'après, en s'empressant de construire une demande de revenir le plus vite possible au monde d'avant, et même en arrière, tandis que la critique était abandonnée majoritairement aux complotistes, aux antivax et aux partisans de l'infection de masse. La gauche gestionnaire ne se réveillant que pour pointer les dimensions de démantèlement de l'hôpital ou de production, la gauche associative sur l'autoritarisme. Mais aucune des deux ne se mêlant d'articuler, et une articulation nécessaire de toutes ces dimensions avec la nécessité de prévention et de prise en charge de soins. Et s'il faut souligner toutes les actions au plus près du quotidien qui ont rendu possible le confinement, par auto-organisation micro-sociale, distribution solidaire, garde d'enfants mutualisée, cagnotte, recherche de logement, fabrication artisanale de masques, investissement des profs, y compris sur leurs propres deniers, et même initiative de collectivités territoriales. De façon plus globale et sur la durée, malheureusement, c'est un fiasco partagé par l'opposition politique à quelques initiatives individuelles près, qu'on peut même étendre à la gauche dans son ensemble, associative, culturelle, médiatique, qu'on a assisté, et d'autant plus marqué dès lors que la phase d'urgence a semblé s'éloigner. Fort peu de ces initiatives ont débouché sur des dispositifs pérennes. Et on a vu se reproduire d'ailleurs quelque chose d'assez semblable avec le monkeypox. Une bonne mobilisation des concernés dans l'urgence contre l'inaction des pouvoirs publics, mais qui s'étiole dès que l'urgence semble s'effacer. Les activistes et malades du sida avaient démontré que dès lors qu'on les écoutait et que leur capacité d'action était favorisée, la lutte s'en améliorait. C'est le contraire, avec des discours politiques verticaux, autoritaires, qui prétendent et érigent l'incapacité à comprendre, à agir et à se prendre en charge, qui ont été mis en avant. Alors qu'on sait d'expérience que ça fonctionne. J'ai encore un exemple en tête, l'exemple de la mise à disposition des seringues lors de l'épidémie de sida, dont on nous disait en sus d'opposition dogmatique et morale qu'elle serait vaine, et qui, dès lors qu'elle a été effective, a immédiatement permis une chute spectaculaire des contaminations d'usagers de drogue. Il ne s'agit donc pas seulement de se souvenir, de commémorer, d'analyser, même si tout ça est nécessaire, mais l'absence de mémoire, ce n'est pas lié seulement à des processus traumatiques et au travail de deuil qui demandent du temps. Elle est aussi culturellement et politiquement organisée. Il s'agit donc de se donner les capacités d'agir de façon vivante et située, en prenant en compte les expériences passées, les ressources populaires, mais aussi les spécificités non seulement de chaque épidémie, mais aussi de leurs différentes temporalités.
et sans faire abstraction des conditions matérielles et spécifiques, ce qui devrait être une base d'analyse de gauche, dans lesquelles les gens vivent, et le développement des épidémies, c'est-à-dire tout, sauf indifférencié et universel. Les phases d'urgence et épidémiques aiguës et les phases endémiques ont chacune leurs caractéristiques. Elles ont en commun que la lutte ne peut trouver son efficacité sans moyens, sans investissement approprié, pas plus que sans appropriation. L'endémie, je ne vous apprends rien, ne signifie pas la fin. Le déni n'est pas une politique de santé. Enterrer l'épidémie, c'est d'abord enterrer des personnes, à petit feu, par Covid long, par deuil de toute vie sociale, par deuil de sa santé, mais aussi très littéralement, 20 personnes tous les jours dans l'indifférence quasi générale. Les combattants du sida avaient obtenu de convaincre que leur mort était inacceptable. Aujourd'hui, la gestion gouvernementale du Covid a produit l'inverse, une acceptabilité accrue des morts, pourtant évitables, et des inégalités socialement produites, et l'exclusion des concernés des prises de décision. Ça s'étend d'ailleurs au-delà du Covid. Faut-il s'étonner qu'il soit si facile de s'en prendre désormais à l'AME ou au droit aux soins quand la santé est vendue comme une affaire individuelle? Aurait-il été possible de prétendre pouvoir conduire une réforme des retraites telle que celle que le gouvernement a menée si la gestion de la crise du Covid avait été réellement collective, participative et solidaire? Serait-il possible de s'en prendre aux arrêts de travail, à la LD, de mener une loi sur la fin de vie sans même écouter les inquiétudes légitimes de celles et ceux dont le droit aux soins est bafoué? Quelle conclusion, quelle piste? En dépit des investissements et des bonnes volontés, non seulement la lutte contre le sida n'a pas réussi à peser, mais elle a été instrumentalisée au profit de régression. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Des militants de l'autodéfense, des soignants, ACT UP, désormais demeurent engagés, mais leur influence est plus que marginale. Le contexte est loin d'être favorable. La lutte contre le Covid ne bénéficie pas de ce qui reste de la démocratie sanitaire. Elle n'a pas de soutien de la gauche. Les méthodes activistes se sont à la fois démultipliées et ont en même temps perdu de leur efficacité, en plus d'être mal adaptées aux caractéristiques de la transmissibilité du Covid et des plus vulnérables. Elles ne sont cependant pas complètement impossibles. Mais il faudra prendre beaucoup de temps pour les organiser. Pourtant, c'est bien à la source de la lutte contre le sida qu'il faudrait revenir, je crois. Sans doute dans un premier temps avec des objectifs modestes mais priorisés. D'abord, obtenir l'obligation du port de masque dans les lieux de soins et le traitement de l'air qu'on y respire. Les transports et les écoles seraient les cibles suivantes. Ensuite, des protocoles de recherche pour des traitements préventifs et curatifs, en exigeant la participation des patients et des associations de patients à tous les stades, élaboration, suivi, modification en fonction des effets secondaires, partage des résultats, et pas seulement comme consultés, mais comme acteurs à part entière. A contrario, en exigeant l'exclusion des faux-nés des labos ou des entreprises de conseil privés, style McKinsey, qui a été embauché sur la stratégie vaccinale. Revenir à la source, disais-je, c'est se souvenir que la démocratie sanitaire est née et n'a fonctionné que dans un rapport de force avec les institutions et les politiques. Elle s'est imposée par le conflit et en assumant cette dimension conflictuelle. La base, c'est que ni les institutions de pouvoir, ni les oppositions ne répondront à nos exigences sans y être obligés. La base, c'est que sans auto-organisation populaire des concernés, nous confions à l'État la définition des politiques de soins et que celui-ci développe un capitalisme sanitaire quand nous voulons une politique de production du soin. La base, c'est que sans conflictualisation assumée, la cogestion se résume à un accompagnement des choix de la financiarisation de la santé et à jouer les prestataires de services ou les sous-traitants, gratuits et non décisionnaires. Avec le développement de l'économie sociale et solidaire, nous assistons même au remplacement de cette cogestion de vitrine par des filières à but lucratif qui n'ont plus de social et solidaire que le nom, et une organisation du monde associatif régie par le contrôle d'État, une normalisation imposée des pratiques, un développement de diplômes et de certifications obligatoires, les subventions et la concurrence. Nous avons donc à mener en parallèle la poursuite de notre auto-formation et la transmission de celle-ci. C'est à la fois la condition de maîtriser les enjeux, de poser clairement nos besoins et exigences et une question de crédibilité. Pour autant, personne ne sera expert dans tous les domaines. Il s'agit dès lors aussi de nous structurer pour articuler formation et expertise afin d'être capable d'opposer l'interlocuteur idoine au bon moment et dans les bons lieux. Nous avons à travailler à renverser l'opinion publique et en particulier à former des ponts dans les corps intermédiaires, les associations de patients, les personnels hospitaliers, les parents d'élèves, les syndicats, les autres luttes, toutes celles qui n'ont rien à gagner et tout à perdre avec des politiques qui légitiment et renforcent les hiérarchies entre les vies.
avec un double enjeu. La prise en compte du Covid est une nécessité et une condition matérielle de notre participation possible. Et parce que nous avons trouvé sur notre route, en plus de l'inertie, du déni et du validisme qui nourrissent le récit majoritaire, évidemment les libéraux, mais aussi les complotistes, et désormais l'alliance entre autoritarisme libertarien et les réactionnaires, plus la montée du nouveau fascisme, des fachos qui sont organisés et se structurent chaque jour davantage en se disséminant dans les corps intermédiaires, dans les médias, dans les instances de décision. Et le RN n'est que l'arbre qui cache la forêt. Enfin, nous avons à travailler notre communication, et notamment la communication par visuel. Il y aura à distinguer une communication simple et bienveillante en direction de la population générale qui pourrait se décliner sur les réseaux sociaux, notamment sur 2 axes. Nous sommes les vrais experts. Nous sommes ceux qui prenons soin de vous. Mais aussi une pédagogie sur les effets du différé et aussi rappeler qu'adopter le déni, c'est faire exactement ce que veut le gouvernement. Enfin, bien continuer à montrer l'autodéfense par l'exemple. Et puis, nous avons en parallèle de cette communication à travailler en direction de la population générale, une communication plus agressive, exigeante et critique à mener envers les institutions. Enfin, nous devons structurer un réseau. Les échanges de ces 2 jours sont un bon début, de façon à coordonner nos actions, à mutualiser nos forces, nos savoirs, à augmenter leur viralité et leur capacité à peser, y compris avec des liens à l'international quand c'est possible. Nous devons nous inspirer aussi d'actions d'autres luttes, par exemple les tweetstorms du BDS, qui sont des héritiers des apps téléphones et fax Act Up. Nous devons nous-mêmes organiser comme ça des rendez-vous et des tweetstorms où nous y allons tous ensemble. Enfin, nous ne ferons pas l'économie de développer une réflexion et une analyse sur l'économie et les politiques de santé. Ce qui se présente devant nous augure qu'il ne s'agira pas seulement de résister, ni de s'en tenir au seul Covid. Nous allons affronter une stratégie de démantèlement et de privatisation sans précédent de notre modèle social. Le passage de la gestion du budget de la sécurité sociale dans le giron de l'État il y a quelques années n'ayant été qu'un avant-goût. L'instrumentalisation des arrêts maladie, les attaques des ALD n'en sont que les prémices. Comme je suis une pessimiste optimiste, j'aimerais penser que la brutalité de ce qui nous attend est peut-être paradoxalement notre allié, à condition que nous soyons capables de lier les enjeux Covid à ceux de la guerre sociale en cours. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur le retour à la normale, en fait. Parce qu'à un moment, tu as fait le parallèle entre un truc qui, quand on vient notamment de la gauche radicale ou des milieux autonomes, était assez fort, c'était qu'effectivement, au début de la pandémie, il y a le fait de réagir avec des armes politiques qui sont les nôtres, et qui étaient de dire, bon, on va organiser des maraudes, on va organiser des choses pour distribuer des masques, pour distribuer de la bouffe, etc. Et effectivement, le retour à la normale a fait disparaître ce truc-là. Tu as fait le parallèle avec le monkeypox, où il y a eu des exigences qui ont abouti quand même à une mise à disposition de vaccination en fait, finalement assez rapide, et puis c'est retombé complètement dans le déclin, alors que ça existe encore. Bon, il y a sans doute là des choses à penser. Qu'est-ce qui permettrait de surpasser ça? Ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent voir ça? Et du coup, est-ce que pour pousser le parallèle que tu n'aimes pas avec le sida, est-ce que il y a quand même aussi ce truc-là, comment je veux dire, la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas du tout la même que celle des années 80 vis-à-vis du sida, où il y a une banalisation, entre guillemets, comment est-ce que on provoque du sursaut? Comment est-ce qu'on continue de faire des choses dans ce contexte-là? C'est quelque chose qui est très compliqué. Enfin, je pense que vraiment, il y a une énergie quand on est confronté à l'urgence, au pied du mur, qu'on n'a pas le choix. On trouve une énergie qu'on ne soupçonnait même pas, en général. Et on fait énormément. Et les phases d'urgence sont très usantes, en fait. Donc, c'est aussi assez logique qu'il y ait une retombée derrière. C'est que les acteurs de la lutte dans ces moments-là sont épuisés. Et il ne faut pas non plus se leurrer. On n'est pas si nombreux que ça, quelles que soient les luttes. Donc, ça épuise justement très, très vite, en fait. Et on a du mal, en effet, à tenir sur la durée parce que ça demande aussi des ressources de travail qui sont peut-être moins gratifiants et dont les effets sont moins tangibles, en fait. Dans l'urgence, quand tu fais une distribution justement alimentaire, tu donnes à manger tout de suite, ou que tu cherches un logement, que tu trouves un logement, tu as
enfin, je veux dire, on ne lutte pas sans gratification aussi personnelle, voilà. Et ces gratifications, tu les as tout de suite et tu vois les effets tout de suite, tu vois les réussites, tu vois les victoires et tout ça te porte. Mais je pense qu'en fait, on s'use très vite et qu'ensuite, bah, le travail, lui, de longue haleine, il est beaucoup plus ingrat. Il faut travailler les dossiers, il faut justement veiller à la crédibilité, il faut aller faire les recherches, il faut ensuite mettre en forme, voilà, c'est un travail qui est moins visible et dont tu ne vois pas les effets non plus tout de suite. Donc ça peut aussi être décourageant parce que tu as l'impression que tu écopes avec une petite cuillère, voilà. Et donc oui, c'est compliqué, mais c'est un travail qu'on doit absolument mener. Euh, mais c'est une grosse difficulté du travail militant, encore plus chez les LGBT, parce qu'il y a vraiment un renouvellement, là, pour le coup, des générations et pas d'instruments de transmission de savoir. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les luttes, l'usure, le renouvellement des militants, sans que le travail et l'expérience soient passés. Et du coup, en plus, on perd beaucoup de temps souvent à refaire les mêmes choses et à refaire les mêmes erreurs. Voilà. Mais j'ai pas de solution miracle. Tu parlais de faire rendre visibles les morts différés, les Covid longs, les choses qui ne sont pas mises en avant, puisqu'il y a une image voilà, des décès Covid qui sont ceux en fait à l'hôpital, qui se déroulent à l'hôpital uniquement et qui sont comptabilisés. Et dans le travail d'expertise, c'est très compliqué quand on n'a pas la main. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel tu peux nous dire, donner un conseil là-dessus. On n'a pas la main sur la façon dont, par exemple, se comptabilise la mortalité. Ils ont changé la moyenne pour intégrer les années 2020-2022, ce qui fait que la nouvelle normale de mortalité va être celle qui comptabilise ce qu'on connaît des morts différées Covid, qui sont infarctus, décompensation de maladies, etc., et qui passent complètement à la trappe. Et du coup, ça fait qu'on est doublement invisible parce qu'il y a ça qui est très difficile à comptabiliser. Et puis, il y a les Covid longs où en fait, c'est une maladie systémique qui peut toucher un peu n'importe quel organe. Les présentations sont très différentes et les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont un Covid long. Ils n'ont pas tous le même. Alors, sur l'aspect fatigue, souvent les gens qui connaissent le Covid long comprennent, mais il peut y avoir pas mal de choses, des choses à thyroïde, ça peut être mis sur le compte d'autres choses, thyroïde, autres. Comment faire pour rendre visibles les effets du Covid? Parce que l'un des problèmes qu'on a vu aussi dans le travail qui a été fait, notamment qu'a présenté Mathieu, c'est il faut que les gens ne soient pas trop rassurés, le but n'est pas de les faire paniquer, mais réalisent que c'est un véritable poids sur leur santé, quoi. Je pense que vraiment, le début de ta question, c'était sur les morts. Oui, voilà. Alors ça, je pense que ça fait typiquement partie effectivement du travail ingrat et de la nécessité de se former et de passer l'information et d'être vigilant. C'est-à-dire que là, on ne peut rien faire d'autre que rappeler que justement les chiffres ont été modifiés, que c'est une manipulation politique justement qui se base désormais sur l'année 2020 comme base. Et ça, on peut rien faire d'autre que le rappeler. Voilà. Mais ça veut dire aussi que voilà, quand les militants s'en vont, il faut que les suivants aient connaissance de cette information. Sinon, elle se perdra à un moment. Et voilà. Pour la suite, moi aussi, j'ai noté cette histoire de rassuriste. Et je pense qu'il faut continuer à faire le travail que Winslow et d'autres dans le réseau font, c'est-à-dire de pédagogie constante sur les effets justement différés du Covid. C'est-à-dire aller faire la pédagogie non seulement que ne fait pas le gouvernement, mais que le gouvernement tient à effacer. Voilà. Et il faut le lier en plus au démantèlement de l'hôpital, au démantèlement de la sécurité sociale, à l'impact que ça va avoir, parce que ça, personne n'en a conscience non plus. Enfin, le gouvernement en a très conscience et le fait délibérément, mais visiblement, la gauche et l'opposition, elle n'en a pas conscience et continue à penser qu'il suffit de rajouter des soignants dans l'hôpital. Voilà. Donc, il faut absolument continuer ce travail de pédagogie. Mais justement, là, l'étude
de Mathieu et Cyprien et Irénée est super intéressante. C'est-à-dire que si on voit que, effectivement, quand les gens ne sont pas rassurés quant aux conséquences que le Covid pourrait avoir sur leur santé s'ils l'ont, eh ben, il faut leur dire la vérité. En effet, il y a de quoi ne pas être rassuré. Voilà. On a 2 questions du chat, on va faire déjà une. La première, 1000 merci. Comment intégrer et ne pas oublier les malades dans les actions et les discours? N'est-il pas intéressant de faire comprendre au grand public certaines réalités des malades, psychiatrisation, peu de prise en charge, maltraitance et la réalité des symptômes? Si, alors ça, c'est bon, c'est vraiment un des enjeux et c'est un des enjeux difficiles, notamment parce que ça complique le fait de faire de l'action publique et de l'activisme. Même si, encore une fois, je pense que ce n'est pas la panacée et qu'il y a d'autres formes matérielles d'activisme qui existent autres que la présence physique. Je parlais des tweetstorms du BDS. Ça, c'en est un exemple. On peut ressortir certaines autres actions qu'avec ACT UP, comme l'envoi de cartes postales à l'Élysée. Enfin, il y a des choses à réfléchir qui ne demandent pas forcément une présence physique. Après, je pense que on n'est pas obligé de faire du ACT UP. ACT UP, au début, il faisait une action, puis deux, et puis avant l'arrivée des trithérapies, on était à 2 actions par jour. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a toute une génération de militants qui stop. Voilà. Et par ailleurs, ça devient contre-productif, hein, et parce que les médias ne te suivent plus, tes interlocuteurs non plus. Donc, bon, il faut aussi savoir peut-être restreindre le nombre d'actions, cibler exactement sur qui tu veux frapper. Mais ceci dit, je pense que organiser une action spectaculaire à un moment donné avec plein de malades, c'est faisable. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la planifier à l'avance, mais ça serait faisable et ça serait sans doute spectaculaire, en effet. Voilà. J'ai répondu, je ne sais plus. Ah oui, sur la psychiatrisation, le problème, c'est qu'on est devant un truc qui est complètement multiforme et effectivement, on a plein de dimensions à tenir les unes avec les autres et que c'est vraiment compliqué et qu'il faut qu'en plus viennent des gens de toutes les luttes et concernés par toutes les vulnérabilités parce que on a beau mettre la meilleure volonté, on porte mieux ce qu'on connaît. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'aussi chacun vienne avec son vécu, son expertise et nous oblige à ne pas oublier tel ou tel aspect. Voilà. Comment expliques-tu que de nombreux militants d'ACT UP aient eu du mal à prendre conscience des enjeux liés au Covid? Alors, d'abord, je pense que, et ce n'est pas seulement les militants d'ACT UP, c'est les militants de la lutte contre le sida. D'abord, dans la phase aiguë, dans la phase de confinement, les militants d'ACT UP, de AID, d'Acceptess, de plein d'associations de lutte contre le sida ou de lutte pour les LGBTQI et tout l'alphabet, étaient là. Et ils ont même été, non seulement là, mais ils ont même été les premiers à se mobiliser. Les premières distributions solidaires, elles viennent de la lutte contre le sida. Et elles viennent aussi d'Acceptess. Et les premières distributions de Doliprane, de masques, de traduction des consignes, elles viennent justement de militants de la lutte contre le sida, s'associant aux gilets noirs de façon à ce que les travailleurs migrants sans papier aient accès à l'information, ce que le gouvernement avait jugé totalement inutile. Voilà. Donc, dans la phase aiguë, ils ont été là. Dès que le confinement s'est arrêté, en effet, et je pense que c'est tout à fait logique, pour des raisons structurelles, encore une fois, les militants gays, en gros, ont été les premiers à avoir envie de revenir vite à la norme d'avant, parce que nos réseaux de sociabilité, ce n'est pas la famille. Donc, on avait besoin de retrouver les copains, les sorties, les bars, les fêtes, les machins. Et donc, il y a eu un espèce de retournement brutal qui n'a pas aidé à la prise de conscience. Après, tout simplement, les militants d'ACT UP comme de AID ou d'Acceptess, ils sont déjà débordés par leur propre lutte. Donc, il faut du temps aussi. Voilà. Après, j'avoue qu'ils ont été très, très lents et que certains n'ont toujours pas compris
pas Act Up. Act Up a enfin compris, voilà. Mais oui, j'avoue que ça m'a pas fait très plaisir de voir la lenteur avec laquelle la conscience que la lutte contre le Covid devait être menée. Voilà. Et c'est un vrai problème, y compris pour la communauté gay, parce que même si le sida n'est pas forcément une copathologie, il se trouve quand même qu'on a une génération de militants qui ont survécu au sida, qui sont un peu vieux. Et ça, c'est une comorbidité. Et ça serait bien qu'on ne s'occupe pas que des jeunes PD ou des jeunes WIL, mais aussi des vieilles. Voilà. Pour prolonger ce que tu dis, étant moi-même du coup à ACT UP, c'est vrai que pendant cette période-là, ce qui a été, on va dire, assez difficile justement à gérer et à appréhender, c'est que du côté de la lutte contre le sida, il y a aussi énormément de problématiques sur plein d'axes très différents. Ça va du terrain, vraiment de la prévention sur le terrain jusqu'à la recherche. Il y a aussi des choses qui nous apparaissent aujourd'hui sur comment on accompagne les personnes vers des traitements injectables, qui sont aujourd'hui les grands sujets de la lutte contre le sida, que ce soit des traitements injectables et de la prévention injectable. Après, il y a des problématiques communautaires, je pense notamment au chemsex, qui est quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais qui a toujours été présent dans la communauté gay, PD, trans, queer. Ça a toujours été présent. Et là, il y a des coups de projecteur, donc notamment l'affaire Palmade, qui a pas mal foutu la merde sur ce sujet-là. Et nous, en tant qu'association de lutte contre le sida, on doit aussi être vigilants et dans l'action. Sur la lutte contre le sida dans sa globalité, il y a aussi pas mal de problématiques d'accès aux droits, d'accès au logement, d'accompagnement de personnes séropositives précaires. Pour vous donner un exemple, justement, sur cette période-là, Covid, pour vous donner un peu une photographie de qu'est-ce qui s'est passé aussi du côté de la lutte contre le sida, on a une permanence des droits sociaux qui existe depuis 25 ans. Et en 2019, on accompagnait une cinquantaine de personnes à la louche. Aujourd'hui, on est à plus de 400 personnes, ce qui est énorme. Et il n'y a que 2 personnes qui s'occupent d'accompagner ces personnes. Encore hier, sur un créneau de 13 à 17 heures, Nicolas, qui est le travailleur social, a accompagné une trentaine de personnes, ce qui est immense. Enfin, ça va vraiment du pass Navigo, payer les passes Navigo, à vraiment de l'accompagnement administratif, parfois assez complexe, quand il y a des demandes d'asile ou d'autres types de demandes encore plus spécifiques. Donc, ça montre que de notre côté, voilà, c'est pas un travail qui est hyper visible, qui est pas très sexy, qu'on montre pas sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi le travail d'ACT UP. Et moi, je vous invite vraiment, quand vous avez le temps, d'aller aux Archives nationales pour aller consulter aussi les archives d'ACT UP, pour essayer de déconstruire un peu la mythologie. Parce que souvent, on se représente ACT UP comme une usine à gaz, avec beaucoup de gens et tout ça, à une période où aussi, voilà, il y a pas mal de coups de projecteurs qui sont mis sur les années 80-90. Et en fait, quand on regarde vraiment comment l'association fonctionnait au sein de ses commissions, de ses groupes de travail, c'est toujours très très peu de personnes en fait. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, c'est toujours les mêmes personnes qui sont fatiguées, qui en peuvent plus, qui ont envie de baisser les bras mais qui ne le font pas parce que sinon bah, tout s'écroule. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller consulter tout ça pour vraiment faire de la reconnexion avec ce qui peut se passer aujourd'hui sur le Mpox, sur le Covid, avec toutes les épidémies sur lesquelles on peut intervenir et où on intervient assez naturellement pour essayer de comprendre comment tout ça peut se structurer et mieux comprendre aussi les agendas et les problématiques que peuvent rencontrer des groupes bah, qui sont plus ou moins exposés, plus ou moins investis. Ça aide à mieux comprendre et ça aide aussi à ce qu'il y ait moins de crispation et d'interprétation aussi, parce que ça peut arriver qu'il y ait beaucoup d'affrontements entre personnes qui ne comprennent pas forcément les enjeux. Donc voilà, pour compléter. Ceci dit, je pense qu'on est aussi en train de se faire piéger par le fait que justement, on se retrouve à gérer des situations qu'on ne peut pas gérer. Voilà.
et que peut-être qu'il faut juste trouver un moyen, et je ne sais pas lequel parce que vraiment la situation politique est compliquée et qu'ils en ont mais rien à foutre en face, mais il faut trouver un moyen d'exiger que l'État fasse son boulot. Je suis désolée. Enfin, moi, à ma période, il n'y aurait même pas eu de permanence sociale, on y a toujours refusé de le faire. Voilà. Mais peut-être qu'il faut en revenir à un moment donné à ce genre de position, à savoir, c'est pas à nous de faire ce boulot, c'est à l'État. Parce que vous ne tiendrez pas. Hein. Le désengagement de l'État, il a été même formulé par rapport au Covid, avec la notion de responsabilité individuelle en santé publique. Et je pense qu'il y a peut-être ça aussi à montrer, que en fait, ça va s'appliquer pour toutes les autres maladies, et que en fait, cette espèce de déflagration, tout le monde s'est habitué à un nombre de morts, à un nombre de handicaps. Bon, après, il faudrait voir dans l'ensemble de la population, tout le monde ne connaît pas le Covid long, mais certains savent, même sans connaître le Covid long, que ça peut faire des choses à long terme ou ont entendu parler d'eux, etc. Et en fait, peut-être qu'il y a un des éléments, mais je ne sais pas comment le faire, mais à faire comprendre, c'est qu'en fait, cette gestion-là, avoir accepté la responsabilité individuelle pour une pandémie aérosol, ça veut dire que toutes les autres. Ça veut dire que c'est valable pour tout le reste, effectivement. Et c'est comme ça qu'on en arrive à dire qu'on va commencer à supprimer les ALD, que les affections longue durée, que les gens se démerdent, en gros. C'est comme ça qu'on en arrive à dire que les arrêts de travail, ça ne va pas, alors qu'on ne fait rien pour les. Enfin, on ne fait aucune prévention, justement, pour que ça n'ait pas lieu. Et on va renvoyer les gens sur les mutuelles et démanteler la sécurité sociale, alors que même à titre économique, ça ne va pas. Hein, parce que je veux dire, les frais de gestion des mutuelles sont bien supérieurs aux frais de gestion de la sécurité sociale. Donc, ça coûtera de toute façon plus cher. Mais en plus, ça va là encore être une gestion individuelle injuste, puisque quand tu vas te reporter sur une mutuelle, on va te faire un tarif, non pas universel, mais en fonction des risques que tu représentes, en fonction de ton âge, etc., etc. Et ça ne sera pas calculé en fonction de tes moyens, mais en fonction de ton risque. Donc, on est en train d'entrer dans une dynamique où l'injustice et l'acceptabilité de la mort, l'acceptabilité de la maladie se développent partout. Voilà. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut essayer, par contre, c'est pour ça que je dis, ça peut être une chance, entre guillemets, de faire comprendre aussi justement certaines choses à d'autres luttes en leur montrant le parallèle de ce que les gens atteints de Covid subissent et ce qu'ils subissent dans d'autres domaines. Voilà. Et qu'il faut, et là aussi c'est une des façons éventuellement de pallier à l'usure, de pallier à l'épuisement, c'est de pouvoir mutualiser au-delà même de sa lutte. Voilà. Là, je pense par exemple à une période, à ma période d'ACT-UP, où toutes les luttes en faveur justement de l'AME ont été menées en interassociatif. Il y avait les associations de lutte contre le sida, il y avait les associations de migrants, il y avait les associations de logement, voilà. Et c'est le fait d'avoir regroupé des associations qui venaient de plein de domaines différents qui ont permis de peser et qui ont permis qu'on obtienne l'AME. Voilà. Mais ça, l'AME, c'est un vrai exemple symbolique de régression. C'est un acquis de la lutte contre le sida. Alors, merci beaucoup, hein, c'était super. Je me posais deux questions quand tu faisais la comparaison entre les deux épidémies. C'est vrai qu'on assiste là depuis quelques années à une stratégie du chaos qui rend les choses très différentes. Donc, ce que je voulais un peu entendre, c'était qu'est-ce qui était un peu stable, sur lesquels vous pouviez vous appuyer dans les années SIDA et qui a disparu aujourd'hui. C'était la première question. Et la deuxième question, c'était du coup de revenir à des questions 19e, qui étaient aussi d'assigner à l'employeur des obligations de santé et sécurité et qui sont en fait des choses qui ont été acquises par les syndicats en même temps qu'un peu la Sécu, mais presque, et que réassigner aussi des responsabilités qui ne seraient pas l'État en général, mais vraiment ceux qui nous font travailler en lieu confiné, ça pourrait être aussi une voie d'entrée dans cette... Tout à fait. Un point à mettre dans Tout à fait. Alors, je vais commencer par là. Je pense que vraiment, il y a un travail à mener avec les syndicats parce qu'effectivement, il
il faut faire pression sur les employeurs et c'est de leur responsabilité d'assurer la sécurité et la santé. Voilà. Mais ça ne se fera pas juste sans conflit et sans rapport de force. Donc, il faut vraiment là travailler avec les syndicats. Mais ça soulagerait. Voilà. Mais il y a de toute façon un vrai rapport de force à entamer avec les patrons et avec l'État dans le rapport effectivement au travail et dans la gestion de ce qu'est la sécurité sociale, là encore. Je veux dire, le fait que la sécurité sociale soit intégrée au budget de l'État, c'est un vrai problème parce que c'est l'État qui, du coup, là, décide de combien va être le budget. C'est pas combien on a besoin pour soigner les gens, non, c'est combien on va faire d'économies sur le budget de l'État. Voilà. Et on va prendre 20% dans le sport, tant de pourcents dans la sécurité sociale. Donc là, et ça on le doit à un gouvernement de gauche quand même, et au gouvernement Jospin d'avoir fait cette manœuvre de passer la sécurité sociale d'une gestion par les concernés, par les travailleurs, à une gestion de l'État. Donc ça, je pense qu'on doit le contester et c'est sans doute un travail de super longue haleine et qui aboutira pas tout de suite, etc. Mais n'empêche que je pense qu'on doit vraiment contester le principe même que la sécurité sociale ne soit pas gérée par la population. Voilà. Mais soit gérée par la représentativité. Donc ça, je pense que c'est un vrai souci. Après, sur la différence entre ma période avec Top et maintenant, je pense que déjà, c'est le fait que l'activisme et l'action de rue, l'action publique, se soit démultiplié et perdu beaucoup d'efficacité. Ça, c'est une vraie différence et c'est une arme en moins qu'on a. Et il y avait un rapport aussi à l'opinion publique qui n'était pas le même. Je veux dire, on a fait irruption en fait dans le paysage et on était à une période où dénoncer un scandale faisait scandale. Aujourd'hui, dénoncer un scandale, ça tient 2 minutes et puis on passe au suivant. Et en fait, l'acceptabilité des morts, c'est aussi l'acceptabilité des scandales. Et donc, nous, on a bénéficié d'un contexte qui n'était pas le même et qui nous a permis en effet de montrer que c'était scandaleux et d'arriver justement à retourner l'opinion publique en notre faveur. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Mais voilà. Nouvelle question du chat. Alors, comment expliquer la différence de traitement du moyen de prévention individuel? D'une part, le préservatif préconisé par les autorités sanitaires avec accusation et stigmatisation des personnes qui ne le portaient pas pour le sida. Et d'autre part, l'abandon du port du masque par les autorités sanitaires, y compris par les médecins dans les lieux de soins pour le Covid. Attends, tu peux répéter parce que... Comment expliquer la différence de traitement du moyen de prévention individuel? D'une part, le port de préservatif qui était encouragé. Ah oui, déjà, donc ça ne va pas, voilà. C'est ça, d'emblée, ça ne va pas. Alors, ça dépend de quand on parle, quoi, parce que non, le préservatif, il n'était pas encouragé. Le préservatif, il a fallu se battre pour obtenir qu'il y ait des campagnes qui ne soient pas interdits, qu'ils soient mis à disposition, qu'il y ait des campagnes, qu'il y ait des distributeurs, etc. Donc non, le préservatif n'était pas du tout encouragé, il était considéré comme le signe d'une vie dissolue. Non, ça a été une des premières batailles, ça a été justement d'imposer la mise à disposition des préservatifs et des campagnes de prévention. Même chose sur les seringues. Il a fallu se battre pour que les seringues soient mises à disposition. Non, le premier réflexe de l'État, c'était de dire en gros, on ne met rien du tout à disposition et les séropos peuvent crever. Voilà. La différence, ce serait le temps et la lutte. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a fallu du temps, il a fallu de l'énergie, il a fallu des militants, il a fallu des actions spectaculaires. Et justement, alors peut-être que tu parlais de mythologie, et j'aime bien cette idée. Je veux dire, tout le monde se souvient de la capote sur l'obélisque. D'abord, c'est pas une action emblématique en réalité d'Act Up, c'est une action emblématique pour le grand public, mais c'est pas l'action d'Act Up de tous les jours. Hein. Je veux dire, on en a fait qu'une comme ça. Oui, voilà. Mais c'est juste, en même temps, ce qu'elle venait signaler, c'est que non, les préservatifs, ils n'étaient pas mis à disposition et l'État ne faisait pas campagne pour que les gens se protègent. Et les actions d'avant, par exemple, tout aussi spectaculaire, mais visiblement moins retenu, c'est quand même aussi l'envahissement de Notre-Dame
pour rappeler qu'on a besoin de capote et que l'Église l'interdit. Donc hélas, non, je ne vois pas une différence de traitement, je vois la répétition, malheureusement, du même... Ouais. Juste, tu parlais d'associations de patients tout à l'heure. Il y a quand même un paquet d'associations de patients qui, pour dire gentiment, dans absolument toute vertébrale politique et font de la petite boutique de manière franchement compétitive. Je pourrais parler de ceux qui font des mix, ceux qui gèrent la pathologie, c'est un peu dramatique. Des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques pour installer des télés dans les salles d'attente. Et c'est des choses vraies. Hein, Oui. Ils ont fait ça. Et qu'il y a machin qui a monté, qui a fait un ultra trail en ayant tel problème. Bref. Mais du coup, comment cela, on va les chercher ou est-ce que c'était pas eux que tu pensais peut-être? Je pense qu'il ne faut pas les chercher en premier, ça c'est sûr. Peut-être qu'ils viendront si une dynamique se crée. Voilà, mais par contre, même s'ils viennent, il faut aussi veiller à ce qu'ils ne freinent pas et qu'ils ne fassent pas du travail contre-productif, c'est-à-dire qu'ils n'empêchent, qu'ils ne soient pas là pour empêcher, qu'ils ne soient pas là pour faire que ça traîne, que ah ben non, c'est trop radical, ou ah ben non, on ne peut pas demander ça comme ça, etc. Donc voilà, il faut aussi choisir effectivement ces partenariats, mais on peut aussi en faire évoluer certaines. Voilà. Mais c'est un phénomène qui existait déjà à mon époque, mais c'est quelque chose qui se développe encore plus, c'est ce que je disais en évoquant l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc de tenir les associations. Alors, il y a les filières lucratives déjà, voilà, pseudo-associatives, mais qui ont des milliers de salariés qui traitent mal, donc qui n'ont rien en réalité ni de solidaire ni d'associatifs, mais il y a aussi plein d'associations qui aujourd'hui sont tenues par les subventions, sont tenues parce qu'on leur demande de respecter des formes justement de réflexion pour remplir les dossiers de subvention qui finissent par changer la manière dont tu réfléchis. Au début, tu te dis, c'est pas grave, je vais utiliser le terme que veut l'État pour remplir mon dossier de subvention. Sauf qu'au bout d'un moment, tu finis par réfléchir dans ces termes-là. Et du coup, tu deviens effectivement beaucoup moins critique et ça pose problème sur la durée. Et puis, donc, tu es tenu par tes subventions. Tout d'un coup, tu te dis, ah bah oui, mais si je critique trop et que je n'ai pas ma subvention, je vais faire mes boutiques ou mettre mes salariés à la porte, ou voilà. Et puis, se développent aussi des espèces de bonne conduite des associations. On leur demande de signer, alors je ne parle même pas des chartes racistes, hein, mais on leur demande de signer des chartes, d'avoir des employés qui ont tel ou tel diplôme ou telle certification. Voilà, c'est la garantie pour l'État qu'en effet, ces employés vont penser d'une certaine manière, dans un certain cadre. Et par contre, ça empêche les associations d'embaucher les gens qui sont sur le terrain, les gens qui se forment sur le tas. C'est-à-dire, si je reprends moi mon exemple d'ACT UP, la majorité des militants, ils se sont formés sur le tas. Voilà, s'il avait s'agi d'avoir un diplôme de je ne sais pas quoi, d'activiste de la lutte contre le sida, enfin, tu vois, il n'y avait personne. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, tu peux pas. Et ça, il faut qu'on le refuse. Ça, justement, ça fait partie des choses. Quand on va à un rendez-vous à la DGS ou dans les institutions du ministère de la Santé ou je sais pas quoi, et qui nous sortent ces trucs-là, il faut refuser tout de suite en leur disant, mais votre charabia, là, votre truc néolibéral, vous le gardez, nous, c'est niette. Voilà. C'est pas vous qui allez décider qui est l'expert, qui est le patient expert, qui est le bon patient, qui est la bonne association. Voilà. Et quand on n'est pas invité à un rendez-vous, il faut y aller, en fait. Je veux dire, vraiment, je pense qu'il faut revenir à des bases, effectivement, de la lutte. Mais ça passe aussi, encore une fois, par des collaborations et des ponts construits avec les autres associations. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, parce qu'il y a ACT UP qui est là et Winslow, je veux dire, ACT UP sait qu'il y a un rendez-vous au ministère de la Santé parce qu'ils ont eu le communiqué par la voie officielle, etc. Winslow n'est pas invité. ACT UP doit appeler Winslow et dire, bon, vous venez avec nous. Et puis, vous mettez les pieds dans le plat. Je ne vois pas d'autre solution. Encore une question du chat. Comment fait-on pour inclure les personnes très malades dans les luttes? Beaucoup d'entre nous ont envie de participer, mais nous sommes alités, et donc ce n'est pas clair comment on peut participer. Ouais.
À part les réseaux sociaux et Internet, je vois pas d'autres solutions. Après, c'est une c'est une solution que nous, on n'avait pas déjà. Voilà. Nous, on devait se débrouiller avec des téléphones archaïques, une note de téléphone monstrueuse qui faisait qu'on ne pouvait pas appeler en province. Voilà. Donc, on n'avait pas Internet, etc. Donc là, profitons qu'il y a Internet, les réseaux sociaux existent. Voilà. Mais pour ça, il faut effectivement développer sans doute une forme de structuration avec des mailing lists ou des listes sur les réseaux sociaux qui permettent à des personnes qui justement ne peuvent pas physiquement bouger de participer à des tweetstorms, à des envois de courrier, voilà. Mais je ne vois pas tellement d'autres solutions. Après, ça dépend de comment tu es alité. Des fois, la colère fait que même alité, tu arrives à bouger un peu. Mais voilà, c'est toute proportion gardée. Je ne suis pas en train de dire bougez-vous. Hein, ça, c'est... Voilà. Non, ou alors miser sur la multiplicité. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas venir, il y en a où c'est par phase, donc non, ça dépend, mais... Ouais. Et puis après, il y a des trucs, enfin, je veux dire, tu vois, tout à l'heure, Cyprien et Mathieu, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de traiter toutes leurs données. Ben, il y a peut-être quelqu'un derrière l'ordinateur qui suit et qui, lui, a le temps et a envie de le faire. Et ben, dans ces cas-là, n'hésitez pas, contactez et faites, parce que ça va nous donner des armes et des moyens et des outils d'analyse, et ça nous permettra d'affiner nos argumentaires et de savoir comment on doit taper, plutôt sur tel point que sur tel autre. Qu'est-ce qui va faire bouger peut-être l'opinion? C'est plutôt le fait de taper sur les rassuristes que sur les légitimistes. Enfin, voilà. Donc, voilà, par exemple, ça, tu ne peux pas te déplacer, mais peut-être que tu peux effectivement dépouiller un certain nombre de documents et filer les données, voilà, et faire une synthèse des données qu'il contient. Pareil sur les recherches. Je veux dire, moi, par exemple, je suis assez doué sur l'analyse politique. Je suis nul en anglais. Bah, je veux dire, je suis bien contente s'il y a des militants qui me traduisent les textes des militants anglais. Voilà. Donc, il y a plein de choses possibles en même temps sans pouvoir bouger, à condition qu'on réussisse à se mettre en lien les uns avec les autres. Parce que ça, c'est une vraie faiblesse qu'on a. On n'est certes pas nombreux, mais on n'est pas non plus si peu nombreux que ça. Et on a tendance à taper chacun notre tour. Voilà. Alors que si on tapait à 50 en même temps, ça a plus de poids que... Voilà. Donc, voilà, c'est une des choses vraiment qu'on doit faire, c'est réussir à se structurer et à mettre en place des boucles de décision, des boucles de suggestion où on agit ensemble. En gardant après chacun en plus nos spécificités. Enfin, je veux dire, chacun est dans son association, à sa ligne, mais ça n'empêche pas à certains moments faire des choses ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous.